Les cataclysmes sont imprévisibles. Dans un système complexe comme le climat, il est absolument impossible de connaître tous les facteurs qui peuvent leur donner naissance. La plus lointaine, la plus infime perturbation atmosphérique, un battement d'ailes de papillon, à l'autre bout du monde, peut déclencher un ouragan tout près de chez vous. Nous avons inventé cette espèce de commandement. Il faut que nous ayons parti du processus de l'intégration du monde dans un seul grand marché. C'est une nouvelle idéologie, c'est une nouvelle culture, c'est une espèce de religion de dire que désormais la marche de l'histoire de l'humanité, l'essence de la marche actuelle des sociétés contemporaines, c'est de créer un seul grand marché intégré, autorégulateur. Hein? Et alors, le rôle de chacun de nous, c'est de faire en sorte que son propre marché local, s'intègre bien dans le marché mondial. Parce que désormais, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de société. Comme a dit Thatcher, there is no such thing as a society. Il n'y a que les marchés. Il y a une faiblie, donc environ 75. Tu as des dollars à vendre, maintenant le niveau c'est 1,3700. Oui, toujours pour 120 millions. On vit une période de marché exceptionnelle. Tous les marchés financiers en Amérique du Nord sont en ébullition constante. La quantité de liquidité qui est disponible dans le monde pour placer dans des instruments financiers semble excéder les titres disponibles. Oye, ¿nos podrías dar precio del floating? Just 10% in the fund, sir. C'est une industrie où actuellement tout le monde travaille, c'est le plein emploi actuellement dans l'industrie du placement et des valeurs mobilières, définitivement. C'est important que l'enfant mange. Je pense que c'est ça le but principal du petit déjeuner, c'est que l'enfant ait quelque chose dans le ventre avant de partir pour les classes. Là, là. Des fois, les parents ne peuvent pas, il y en a même qui n'ont rien dans le frigidaire. Là, c'est des choses comme ça qui arrivent. Il y en a partout de ça. Là, là. Juste la quantité d'enfants qu'on reçoit ici le matin, je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Là, Est-ce que vous êtes des parents de l'école aussi? Oui. Oui, mes deux filles sont là. Sa fille est là. Elle est là. On a nos deux enfants qui viennent avec nous autres tous les matins. Mon mari, on est 6h30, pas 6h. Non, un matin, c'est une exception, mais habituellement, on est à 6h30 le matin. Quand quelqu'un te pose une question, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ben, je suis de BS. Non, moi, je ne dis pas ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'occupe du club du petit déjeuner le matin, là, tu sais, je vais là tous les matins, puis j'ai quelque chose à parler quand quelqu'un me pose une question. Tu sais, là, je suis pas obligée de rester chez nous à rien faire, là. Ben, je suis sur l'aide sociale, mais au moins, je fais de quoi? On aime ça. Moi, là, je manque une journée au petit déjeuner, c'est arrivé 2 fois, puis je me sens un petit peu coupable. Je me sens mal. Ça fait quasiment partie de notre vie, ça. T'sais. On a hâte d'avoir les enfants, tout ça. Mais ça nous fait pas vivre. Si on a un salaire pour le même travail qu'on fait là, on fait l'application, puis je suis certaine qu'on sera refusé. Oui. Automatique. C'est parce que là, on le fait, puis c'est bénévole. C'est pour ça qu'on est accepté. Je sais que je peux être utile. Puis je veux travailler. Quand le marché est impliqué dans une prise de décision, il en résulte généralement une bonne décision, parce que le marché est le lieu où s'expriment les investisseurs. Le marché est la somme d'innombrables jugements. Des milliers de jugements sont posés par des experts, par des gens qui savent comment fonctionnent les entreprises. Et l'intérêt de tous ces investisseurs, bien sûr,
c'est d'augmenter la rentabilité de ces entreprises. Nous sommes à Mexicali, dans la zone des maquiladoras. Les maquiladoras sont des usines qui fabriquent des produits chimiques, du verre, des piles, des appareils de télévision. Ce sont des usines américaines, japonaises ou allemandes. Elles se sont établies ici parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et que les lois environnementales sont plus flexibles. Cela nous cause des problèmes d'un point de vue environnemental. Ainsi, notre rivière est contaminée. Le capitalisme est un système basé sur la compétition. Et vous ne pouvez pas être un bon gars et réussir dans un tel système. Vous ne pouvez pas dire « je vais me contenter d'un peu de profit et je vais traiter mes employés équitablement ». Parce que quelqu'un d'autre, dans le même système, peut dire « moi, je ne serai pas un bon gars. Je vais baisser les salaires et je vais faire plus de profit. » Alors, quand les actionnaires de la compagnie dirigée par le bon gars vont regarder dans le journal le matin pour voir le prix de leurs actions et les rendements, ils vont dire « mais voyons, je pourrais faire 2 fois plus de profit si j'investissais mon argent ailleurs. » Et ils vont aller ailleurs. C'est pour ça qu'une compagnie, même lorsqu'elle fait des profits, est poussée à réduire les salaires, à miner les conditions de travail, même à polluer l'environnement. Parce qu'il ne suffit pas de faire du profit. Il faut faire le maximum de profit. Il faut en faire plus que tous les autres pour demeurer compétitif. La sellerie, c'est une pièce écorce, c'est du local, ça. Oh. Oui. Ça vient ici? Tout engraissé dans le fumier de coron. Les patates sont combien? 5,50 livres. Une pièce, je pleure. Nous autres, on est 1200 employés qui sont présentement en chômage, le GM. Présentement, ce qu'on fait, on devrait se faire un genre de cuisine collective. On devrait se regrouper pour se sortir un peu de la solitude et de l'isolement que chacun vit au travers de tout ça. Moi, c'est la sous-traitance directement qui m'a coûté mon emploi. Ils ont sorti la ligne au complet, la ligne des tableaux de bord, qui s'est en allée à la compagnie Mackie pour la sous-traitance. Ils ont gardé, moi, les 180 derniers rentrés à l'usine, c'est eux autres qui tombent en mise à pied. Il y a bien des gens qui chialent. Ah, les gars de GM, ça chiale pour rien. Ça a 23 piastres de l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai 23 quand je travaille. Mais quand ça fait dans 7 ans que j'ai été slacké 2 fois, j'ai été slacké 5 ans et demi en 7 ans, je gagne plus 23 piastres de l'heure. Tu t'appauvris. C'est évident quand tu travailles pas. T'as pas le même salaire automatiquement, t'as plus les mêmes projets. Si je regarde quand je travaille, je fais, disons, 50 000 par année. À 50 000 par année, mais je consomme pour 50 000 par année. Quand on prend mon transfert au chômage, parce qu'on me transfère un salaire moindre, je fais environ 350 $ clair par semaine. Ça veut dire que je viens de tomber un revenu de 22 000. On me transfère là. On a pris mon emploi qui me énumérait 50 000 par année. On l'a donné en sous-traitance de l'autre côté de la rue à 8-9 piastres de l'heure. À ce moment-là, lui, de l'autre côté de la rue, il consomme pas, il essaie de maintenir ce qu'il a. C'est-à-dire, il fait un peu plus qu'il était avant, il était sur le chômage, sur l'aide sociale. Puis moi, je regarde ma situation, je consomme plus. Puis là, on est 2 personnes qui ont des revenus, mais ni un ni l'autre peut consommer. Puis la pièce se fait pareil. Qui va l'acheter, la pièce, tantôt? L'Asie du Sud-Est, comme vous le savez, est le seul marché en croissance en ce moment. L'Amérique du Nord et l'Europe sont des marchés arrivés à maturité. Et avec le développement, ici, en Asie du Sud-Est, on parle d'une population de près de 500 millions d'individus et de consommateurs. Selon un rapport de la Banque mondiale, le pays qui vient au premier rang en termes de liberté et de croissance économique, c'est la Thaïlande. Et on prédit même que si cette tendance se maintient,
D'ici l'an 2020, notre économie pourrait être plus importante que celle du Canada. Je suis convaincu que c'est l'État-providence en Europe et dans les pays occidentaux qui est le cœur du problème. Vous vivez trop confortablement. Alors vos produits ne sont pas concurrentiels. Vous payez 20-25 $ l'heure, alors que pour le même genre de travail, nous en payons seulement 1 ou 2. C'est notre atout dans la compétition. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de l'incendie de l'usine de jouets Cater. Nous sommes ici pour nous rappeler nos 188 compagnes qui sont mortes dans l'incendie. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'usine de jouets Cater. Les plus grandes commandes venaient de Mattel et de Tyco. On produisait pour eux la famille Simpson. Des éléphants, des lapins, des oursons, des chats, des Barbies. Le 10 mai, vers la fin de la journée, les ouvrières étaient au travail, comme d'habitude. Soudain, quelqu'un a crié « Au feu !» Tout le monde s'est précipité vers la sortie. Elle était fermée. C'était une porte avec 2 battants, mais un côté était verrouillé. Je ne savais pas quoi faire. Je voyais que personne n'arrivait à sortir. Je me suis mise à crier, à courir. J'ai pensé, si je dois mourir, autant mourir dehors. C'est moins souffrant. Alors je me suis jetée par la fenêtre du 3e étage. Au moment de sauter, je ne pensais pas qu'il y aurait quelque chose au sol pour amortir ma chute. Mais quand je suis revenue à moi, j'ai vu les corps de mes compagnes et celui d'une femme enceinte qui était sortie par la glissoire. Ma tante m'a raconté plus tard que c'est elle qui m'a traînée loin de l'édifice. Et à peine 2 minutes plus tard, il s'est écroulé. Si elle ne m'avait pas tirée de là, je serais morte. Je sens que je dois lutter pour éviter que ces choses-là se reproduisent, même si c'est difficile. Et c'est très difficile. Les employeurs nous disent, si vous revendiquez trop, on va déménager au Laos. Et si les employeurs vont tous là-bas parce que les salaires sont moins élevés, nous allons perdre nos emplois. No, we're doing 100,000 more. You're buying 50,000 more in mix. Bueno. ¿Quién habla? Oye. Pour notre marché, un investissement à court terme, c'est une journée.
Un investissement à long terme, c'est probablement 1 mois. Ça va de 30 secondes, 10 secondes à un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 6 heures, ça dépend. Le court terme pour nous, ça peut être de quelques minutes à la fin de la journée. Le long terme, ça peut être quelques jours. Alors que pour nos clients investisseurs, évidemment, le long terme, c'est un horizon de probablement 1 an ou 2. Ce qui compte dans les marchés financiers, c'est augmenter l'avoir financier. Vous avez $1 milliard, vous voulez avoir $1 milliard 100 millions de dollars. Hein? C'est pas diminuer les milliards, c'est l'augmenter. Et ça doit se faire maintenant, pas demain, dans 5 ans, dans 20 ans. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, l'économie mondiale est dominée par un ordre de l'agenda qui ne voit que aujourd'hui. Que ne voit que le court terme. Les longs termes n'existent pas. Il n'y a pas de culture du long terme dans le fonctionnement de l'économie de marché. Alors que nous savons bien qu'une société qui n'a pas la culture de long terme n'est pas une société. Une société qui n'a pas la culture de ce qu'on va faire quand on est vieux, de la culture de qu'est-ce qu'on va faire de nos rivières dans 30 ans. Une société qui n'a pas la culture de long terme, c'est un marché de la jungle. C'est où le plus fort va éliminer le plus faible. Et en éliminant les plus faibles, on élimine de plus en plus les plus faibles. Hein? Et comme ça, on fait un gaspillage fantastique des ressources de l'humanité, des gens. Écrivez A sur les ardoises. Ben A, c'est un seul A. Il y a des élèves qui n'ont pas d'ardoise ici. Amène une ardoise. Qui n'a pas d'ardoise. Qui a 2 ardoises. À prêter à son camarade. Acha. Tu n'as pas d'ardoise. Attends. Yona, Loa. Ce sont nos États qui étaient chargés, qui nous donnaient du matériel, qui épaulaient l'école. Maintenant, on ne nous donne presque plus rien. Ceux qui ont de la craie, levez. Derrière, la craie blanche. L'école ne ramène pas d'argent. C'est à fond perdu. La santé, c'est à fond perdu. Donc, on les délaisse parce que ça ne ramène absolument rien. Au contraire, ça fait sortir de l'argent des poches de nos gouvernements. US, 1,36,75. Tu as des dollars à vendre, maintenant le niveau c'est 1,37,00. Marque 1,68,5. On transige des produits essentiellement reliés au taux d'intérêt pour devises. Nous transigeons des actions toute la journée. En ce moment, je me concentre sur le peso, mais nous transigeons aussi des dollars canadiens, des marks, des yens. Ici, il se traite le futur sur les taux courts, sur les taux à 3 mois. Les marchés financiers se sont créés leur propre vie, leur propre économie, une économie de papier en quelque sorte, qui se superpose à l'économie réelle. C'est qu'en jouant leur rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les investisseurs, les marchés financiers se sont aperçus qu'ils pouvaient faire de l'argent en achetant et en revendant toutes sortes de papiers, de coupons, d'actifs. Et en fait, ils peuvent même faire tellement d'argent que ça dépasse largement les possibilités de profit qu'on peut faire en investissant son argent dans l'économie réelle. Il y a donc de plus en plus d'énergie, de talent, de créativité qui sont consacrés à trouver de nouvelles façons de faire de l'argent en transigeant du papier. Et les produits qui devraient résulter d'investissements réels dans de nouvelles compagnies, qui créeraient des activités et des emplois nouveaux, ces produits ont fini par ne plus y penser. Je suis sans emploi depuis que ma dernière petite fille est née, ça veut dire 6 ans. Je travaillais à Contrôle. Tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours, je vais pour la recherche d'emploi. Moi et mon mari, parce que mon mari aussi est sans emploi, ça fait qu'on cherche tous les deux. On fait les bureaux de chômage, on fait les magasins qui ont besoin des demandes d'emploi, des choses comme ça. On court ces places-là. Moi, j'aime travailler avec le public. Ça fait que, automatique, je voudrais m'en aller où est-ce qu'il y a du monde. Ça fait que dans soit dans un caissière, magasin, quelque chose, là, où est-ce qu'il y a du monde, le public, où est-ce que je peux parler au monde, parce que j'aime parler avec le monde. Ils disent que le Canada, il est en dette.
automatique, il faut qu'ils couvrent à quelque part. Hein. S'ils coupent les grands, ben les grands vont fermer leurs portes. Hein. C'est dans ce style-là que ça marche. Ben, nous autres, là, on n'a pas de porte à faire fermer, fait qu'ils nous coupent déjà ce qu'on a. Aujourd'hui, le gouvernement envisage, au nom des déficits budgétaires, d'amputer le financement pour la réalisation de logements sociaux pour les personnes aux bas revenus. C'est ce que nous appelons ici une auto-réquisition. La ville de Paris a fait voter un budget de 4,4 millions pour murer des logements vacants. Regardez cet immeuble-là est en bon état et des familles vont y habiter temporairement en attendant leur solution de relogement ou éventuellement une régularisation dans les lieux. Il est clair que ces familles aujourd'hui occupent parce qu'elles n'ont pas d'autre solution et elles ne souhaitent pas rester dans une situation, légitime mais quand même un petit peu illégale. En 87, j'ai été expulsée de mon appartement qui a été racheté par un grand promoteur et donc j'ai dû quitter les lieux et donc je me suis retrouvée dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés avec mes enfants. Ça fait déjà 4 ans que j'attends, j'ai mon enfant qui a 5 ans passé et on est prioritaire, ça va faire plus de 4 ans qu'on nous dit qu'on est prioritaire et on va d'hôtel en hôtel, de foyer en foyer. Je travaille et il n'y a rien, il n'y a pas de logement. Donc c'est dur quoi. Donc je crois d'abord faire un grand nettoyage, ensuite voir comment on peut rétablir l'eau et puis progressivement voir aussi comment on peut rétablir l'électricité. Et de la vaisselle en plus. Ah ben c'est un peu... Ça, ils sont pas trop dégradés quand même, hein. Ça va quand même par rapport aux autres. Nous, on ne demande pas la gratuité, c'est pas vrai ça. Ça, c'est les pouvoirs publics qui croient que nous, on est là à squatter les lieux. Et une fois qu'on est viré d'ici, on va aller squatter ailleurs. Nous, c'est parce qu'on veut. On veut un logement social, un logement qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'on gagne, et c'est tout. Donc là, c'est bien. Bon, il s'est coupé, donc, mais ça, c'est l'arrêt. Donc, c'est pas grand-chose à faire. Hein. Puis les toilettes qui sont fermées là. Non, c'est bien. Comme je suis bricoleuse, donc ça va aller. À notre sens, le combat qu'on mène, nous, à droit au logement, illustre les prémices de la construction d'un mouvement de pauvres qui pourrait peut-être peser dans les choix et dans les décisions qui sont prises notamment par les 7 grands de la planète, qui sont prises par le FMI ou qui sont prises par les États en général et qui pourraient peser aussi sur les patronats, les grands financiers, etc. Nous venons de recevoir l'indice des prix à la production aux États-Unis. Le marché est monté parce qu'il n'y a pas de signe d'inflation aux États-Unis, qui est très rassurant pour les marchés. Pour les gens qui détiennent des avoirs financiers, l'inflation est l'ennemi public numéro 1, parce que l'inflation ronge la valeur des actifs monétaires. C'est pour cette raison que les marchés financiers ont ordonné au gouvernement depuis 15 ou 20 ans, votre priorité économique doit être d'amener l'inflation le plus près possible de zéro. Et pour y arriver, les gouvernements ont augmenté les taux d'intérêt. Ça a été très efficace pour réduire l'inflation, mais terriblement pénible pour l'économie réelle, là où les gens travaillent, produisent. Et ça a été une politique désastreuse pour les gouvernements aussi. Avec une économie qui tourne au ralenti et de hauts taux de chômage, il y a moins de gens qui paient des impôts alors que les coûts sociaux augmentent.
Et votre service de la dette explose aussi. Si vous augmentez les taux d'intérêt pour ralentir l'économie, ça veut dire que vous devez payer ces mêmes taux sur votre propre dette. Je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement est en train de faire de notre système d'éducation et de nos programmes sociaux. Nous devons réagir si nous voulons préserver l'approche humanitaire que nous avons élaborée au cours des 30 dernières années. Nous ne devons pas seulement investir dans les entreprises, nous devons investir dans nos enfants et dans l'avenir. Êtes-vous satisfaite de votre caisse de retraite? Je pense, oui. On me dit que c'est la meilleure au Canada. Les gestionnaires semblent faire du bon travail. Savez-vous ce qu'ils font comme investissement? Je ne suis pas vraiment au courant. Nous n'avons pas vraiment le contrôle de la caisse. Nous ne pouvons que demander d'éviter certains investissements. La caisse de retraite des enseignants de l'Ontario est certainement le plus gros joueur parmi les caisses de retraite au Canada et même au monde. Elle a des actifs de 42 milliards de dollars. Le problème, c'est le manque de responsabilité sociale de plusieurs investissements de la Caisse. Je pense que certains investissements ne contribuent pas à la santé du pays dans sa globalité, qu'ils ne vont pas dans le sens d'améliorer ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle ou l'infrastructure économique provinciale et nationale. Les enseignants ont un rôle important à jouer ici. Ils doivent dire « Non, nous ne voulons pas que les choses se passent comme à l'habitude ». Si nous voulons notre bien et celui des communautés à qui nous sommes redevables, nous avons une obligation morale d'investir d'une façon qui ne soit pas dommageable pour la communauté. L'ironie avec cette culture de casino global, avec les fonds mutuels et les caisses de retraite, c'est que les gens deviennent obsédés par l'idée d'obtenir un rendement de 1 ou 2% de plus sur leurs 2-3 000 dollars de fonds mutuels. Ils en viennent à dire « Bravo, j'ai fait 1% de plus, je m'y connais autant que les gros investisseurs ». Même si ça peut vouloir dire que la compagnie pour laquelle ils travaillent, ou pour laquelle leurs voisins travaillent, doivent mettre à pied des centaines ou des milliers de travailleurs. Une communauté perd des centaines de fois plus d'argent par les mises à pied, le gel des salaires, la stagnation économique, qu'elle n'en gagne par un rendement de 1 ou 2% de plus sur les fonds mutuels. Quand le pays va très bien, le marché à terme ne bouge pas parce qu'il ne se passe rien, tout va très bien, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun risque, ça baissera jamais, c'est bon, tout va très bien. D'un autre côté, quand une économie va très mal, le marché à terme, lui, fluctue beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une volatilité, parce qu'on ne sait pas à terme ce qui va se passer, donc ça bouge beaucoup. Nous, donc, on essaie de tirer profit de ces écarts de prix, c'est-à-dire si on achète, on espère vendre plus cher, et si on vend, on espère acheter moins cher. C'est en fait de la spéculation. À partir de la libération du mouvement des capitaux, la monnaie a cessé d'être un outil en main des pouvoirs publics qui assurait une régulation monétaire pour devenir une marchandise qu'on achète comme on vend une voiture. C'est pour ça la politique de la monnaie forte. Le franc belge fort, le dollar fort, le franc français fort. C'est pour pouvoir être acheté, pour avoir une valeur. Mais pour faire la monnaie forte, donc, il faut s'adapter aux critères des marchés financiers. Aujourd'hui, qui fixe l'ordre du jour? Où investir? Comment? Quelle est la politique publique en termes d'infrastructure, en termes d'investissement, en termes d'éducation? Aujourd'hui, c'est les marchés financiers. Une société qui n'a pas des structures parlementaires capables d'être les vrais définisseurs de l'ordre du jour n'est pas une société démocratique. Et à l'heure actuelle, le monde est tout sauf démocratique.
Ici, nous faisons du poisson salé, du poisson fumé, des escargots. Nous transformons tout ce qui vient de la mer. L'usine prend le poisson en premier. Ils enlèvent les filets pour les vendre à l'étranger. Et quand il reste seulement les têtes, les restes, ce dont ils n'ont pas besoin, nous on va le chercher pour le transformer en poisson séché. Tu vois ce requin? C'est juste la tête. La chair est partie en filet, tout emballée pour l'étranger. Si on avait les moyens, c'est sûr qu'on utiliserait les poissons entiers. Une bonne santé, tout le monde en veut. Si on en est réduit à acheter les déchets ici dans notre propre pays, c'est sûr que c'est par manque de pouvoir. Il faut bien trouver les moyens de rembourser la dette. Un pays comme le Sénégal n'a pas beaucoup de ressources. Et une de ces grandes ressources, c'est le poisson. Donc, c'est par le poisson qu'on peut trouver des devises pour pouvoir payer cette dette-là. Le Sénégal est connu pour son plat national qui est le riz au poisson, qui était fait avec un poisson qu'on considère comme étant le roi du poisson, le tchof. Les Sénégalais ont du mal à trouver du tchof maintenant sur la place de Dakar parce qu'il est exporté. Le tchof, c'est le mérou, communément parlant. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le poisson de chalut. Nous avons 100 000 tonnes par an de poisson qui n'est absolument pas consommé par les Sénégalais parce que ce n'est pas conforme à leur goût. Or, ce sont des poissons extrêmement prisés à l'étranger, tels que la sole, la dorade, le turbo, le mérou, la rascasse, le Saint-Pierre, le rouget barbet, les crevettes, le poulpe et la sèche. Ce sont les principaux produits que nous exportons vers l'Europe et l'Asie. L'exportation, c'est une bonne chose, effectivement, puisque ça permet d'avoir des devises et faire des échanges, d'importer les produits dont on a besoin et d'exporter donc des produits normalement qu'on a en surplus. Mais actuellement, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que on n'exporte pas seulement ce qu'on a en surplus, on exporte ce qu'on a. Tout souvent, dans un pays, par exemple, comme la France, on a tendance à nous faire croire que, finalement, des pays comme les nôtres sont des pays parasites, en fin de compte. Alors que c'est tout le contraire qui se passe. Mais est-ce que ces populations savent seulement quels sont les montants d'argent qui partent de nos pays vers les leurs? Loin d'être des parasites, on est en train de financer le Nord aujourd'hui. Aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes à l'affût d'aubaine. Si un marché chute de plus de 30-40%, je suis généralement le premier à aller voir sur place s'il n'y aurait pas moyen d'acheter des actions de bonne compagnie, bien gérées, à bon compte. Ainsi, notre fonds russe a eu un rendement de plus de 60% en à peu près un an. Je ne sais pas qui profite du fait que la production soit arrêtée. Que nous soyons au chômage, il y a certainement quelqu'un plus haut qui profite de ça. Oh, vous savez, les crises, il y en a tout le temps. Ça revient régulièrement dans un pays ou l'autre. Un jour ça monte, le lendemain ça descend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais ici, ça ne fait que descendre. Moi, par exemple, j'ai reçu mon avis de licenciement. J'ai 52 ans. Où voulez-vous que j'aille? Nous n'avons pas reçu de salaire, mes camarades et moi, pendant plus de 3 mois. La direction nous a expliqué que c'était à cause des clients qui ne payaient pas leurs comptes à temps. Mais ce sont là les explications avancées par la direction. Jusqu'à quel point c'est vrai? Le problème en est un de financement des producteurs agricoles qui achètent nos tracteurs. Les taux d'intérêt demandés par les banques commerciales sont tellement élevés que les producteurs agricoles ne peuvent pas emprunter. Alors ils ne peuvent pas acheter notre production.
Cependant, le fait que nous ayons commencé à nous intégrer à l'économie mondiale est une bonne chose. Ainsi, l'atelier de montage des nouveaux tracteurs, où nous nous trouvons en ce moment, est très actif. C'est parce que nous avons un marché pour vendre ces machines. Nous les envoyons à l'étranger, en Allemagne. Et les actionnaires de votre entreprise sont-ils satisfaits des rendements? Notre société a payé cette année à ses actionnaires des dividendes de 200% de la valeur nominale de chaque action. Pour ce qui est des actions privilégiées, nous avons versé des dividendes de 1000%. Je pense qu'ils sont très satisfaits. Si tous les intervenants du marché décident que le marché doit aller beaucoup plus bas et qu'il doit y avoir une crise, ils vont faire en sorte que la monnaie soit un peu attaquée. Les marchés financiers maintenant sont en mesure de pouvoir communiquer au gouvernement leur déplaisir, disons, avec les politiques fiscales et monétaires d'un gouvernement versus un autre, par le fait qu'ils peuvent bouger massivement des montants d'argent importants d'un marché financier à un autre instantanément via les communications et l'informatique. Nous essayons d'empêcher les avocats de passer. S'ils entrent, c'est sûr qu'ils vont m'enlever ma maison. Je dois de l'argent à une de ces personnes-là. 23 000 pesos. Et il veut m'enlever ma maison. Il dit que je lui dois plus de 100 000 pesos. Je lui ai demandé d'attendre que je puisse le payer, mais il refuse. Il dit que ma maison est à lui. Ma maison, c'est tout ce que j'ai. C'est le patrimoine de mes enfants. Et qui sont les autres? Ce sont des amis de l'organisation. Ils sont venus m'appuyer. Tous ceux qui sont ici ont des problèmes économiques semblables à cause de la situation que traverse le pays en ce moment. Nous ne pouvons rien faire d'autre que nous unir et nous appuyer les uns les autres pour payer ce qui est juste. Nous allons payer ce qui est juste. Nous allons payer ce qui est juste. Nous sommes au quartier général du Barzón. C'est ici que viennent les gens qui n'arrivent plus à payer leurs dettes. Ils viennent chercher un appui essentiellement juridique parce que les banques et les créanciers exercent de fortes pressions sur eux en leur disant qu'ils vont leur saisir leur maison et leurs biens s'ils ne remboursent pas leurs dettes. Nous avions beaucoup de créances parce que le président Salinas de Gortari avait excessivement encouragé le recours au crédit dans les villes pour que nous nous modernisions, pour que nous soyons concurrentiels avec les autres pays de l'ALENA, les États-Unis et le Canada. Mais quand la crise du peso est arrivée, ainsi que la dévaluation, les taux d'intérêt ont grimpé jusqu'à 144%. Ça veut dire qu'une personne qui devait rembourser 15 000 pesos en 1994 devait rembourser l'année suivante 60 000 pesos, 4 fois ce montant, au moment même où son salaire diminuait de 50%, qu'il perdait 50% de son pouvoir d'achat et que les entreprises perdaient leurs ventes. Les gens ne pouvaient plus payer.
La crise du peso est un exemple intéressant et très inquiétant de ce qui arrive quand l'économie de papier s'emballe. Le président du Fonds monétaire a dit que c'était la première crise monétaire du XXIe siècle et il a raison. On en verra d'autres. Ce qui s'est passé au Mexique, c'est que le gouvernement a fait tout ce que les marchés financiers souhaitaient. Ils ont réduit leur déficit, ils avaient même un surplus. Ils ont coupé dans les programmes sociaux, réduit les salaires, privatisé. Ils ont même signé le traité de libre-échange, l'ALENA. Bref, ils ont fait tout ce qui était essentiel pour les marchés financiers. En conséquence, le Mexique a connu un afflux énorme de capitaux parce que les investisseurs raffolaient de ce qui s'y passait. Mais cet argent n'a pas abouti dans l'économie réelle. Il a abouti dans la spéculation sur les marchés financiers mexicains. C'est pourquoi il a suffi d'une rumeur de dévaluation pour que des dizaines de milliards de dollars fuient soudainement le pays et que l'économie réelle du Mexique soit dévastée. Es un prendedor con medalla y 2 anillos. Es un brazalete oro de 14 quilates, gramos 12.6. Je viens mettre en gage quelques bijoux parce que ma mère est malade et qu'elle a besoin de médicaments. Ce sont des choses personnelles? Très personnelles, oui. Mais je dois les mettre en gage parce que je n'ai pas d'argent. On m'a demandé de démissionner. Je travaillais pour le gouvernement, mais à cause de la crise, il y a des coupures de personnel. Nous murons cette partie de la frontière pour contrôler l'afflux d'immigrants illégaux aux États-Unis. Ici à San Diego, c'est le secteur le plus achalandé du pays. Nous y appréhendons chaque année plus d'1,5 million de personnes. En ce moment, nous avons 23 kilomètres de clôturés ici, et dans la région de Tecate, il y en a 16 de plus répartis de chaque côté de la ville. Nous voudrions clôturer les 3300 kilomètres de frontières pour mieux la délimiter et mieux la contrôler. Nous voudrions la sceller intégralement. Nous cherchons présentement à attirer particulièrement des gestionnaires de portefeuille, des gestionnaires de fortune, des gestionnaires de fonds de pension. À Montréal, on offre un avantage fiscal pour les corporations et pour les individus. Au niveau de la corporation, il y a une défiscalité sur tous les bénéfices qui sont générés par les transactions internationales. C'est très important pour une ville d'avoir ça, mais nous, on n'est pas New York non plus. Quelque part, New York a vraiment un programme fiscal beaucoup plus avantageux que le nôtre. Dans Manhattan, il y a vraiment un programme fiscal qui dégrève, fiscalement parlant, toutes les transactions financières. On n'a pas ça chez nous encore, malheureusement. Les entreprises demandent d'être diminuées des taxes, demandent de pouvoir opérer dans des marchés financiers qui deviennent des paradis fiscaux, ils demandent d'opérer dans des lieux qu'on appelle de plus en plus les centres de coordination internationale, qui sont espèces de marchés financiers et paradis fiscaux, et ils se font la concurrence, les États, pour dire aux entreprises, venez, et mieux vous venez dans mon pays, plus je vous assure que vos profits sur vos transactions financières mondiales ne seront pas taxés à 100%, mais sont taxés à 10%, à 15%. Et c'est pour cela que les gens possesseurs de capitaux deviennent plus riches, et les gens qui n'ont que du travail, ils deviennent de plus en plus pauvres. Et la lumière. Ce qu'on sait aujourd'hui,
tous les scientifiques le disent, qu'on a les moyens de nourrir et de loger correctement l'ensemble des citoyens de la planète. On sait aussi que construire des logements, mener une politique de logement, c'est rentable pour la collectivité. Donc la logique serait de redistribuer et d'arriver à ça. Si on n'arrive pas à ça, il est certain qu'on va aller, moi je suis convaincu qu'on va aller dans une société de barbarie extrême et on va voir des pouvoirs totalitaires se mettre en place, y compris dans les pays traditionnellement démocrates. D'ici 5 ans, nous allons dépenser 5 milliards pour construire les prisons dont la Californie a besoin. Depuis une douzaine d'années, nous avons construit 20 prisons et d'ici 5 ans, nous en aurons besoin de 17 autres. Depuis 6 ans, nous avons adopté plus de 400 nouvelles lois. Aucune n'a réduit les sentences. Elles ont eu pour effet de les allonger ou de les laisser telles quelles. Il y a un très fort sentiment en Californie que les rues ne sont pas sûres et qu'elles devraient l'être davantage. Et nous avons eu dans la capitale plusieurs gouverneurs et législateurs qui sentaient qu'ils devaient rendre la Californie plus sécuritaire. Ils veulent que ce soit les criminels qui aient peur, pas les gens. Et je crois bien que c'est la tendance qui s'installe en Californie. Coto de Caza est une municipalité à développement planifié. C'est la plus grande municipalité à accès contrôlé de toute la Californie. En ce moment, nous avons 2000 résidences et nous en aurons en tout 4200 d'ici 5 ans. Ici, c'est la barrière ouest. Nous avons un double système pour les entrées. Les résidents ont une carte magnétique et les autres doivent expliquer aux gardiens le but de leur visite. On leur donne alors un laissez-passer pour la journée ou pour la semaine. C'est probablement la municipalité la plus sûre de tout le sud de la Californie. Avant, nous étions à Los Angeles. Ça vous donne une idée de la raison pour laquelle nous sommes déménagés ici. Ici, c'est vraiment le paradis sur Terre. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Nous détestons sortir des barrières. C'est fantastique, c'est comme avoir un pays à soi. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial. Ampararme y guiarme a la patria celestial. Nosotros aquí estamos aquí en este rancho. Nous occupons ce ranch abandonné parce que nous n'avons pas d'argent pour acheter la terre. Nous nous sommes organisés 32 familles qui n'avions pas d'endroit où vivre. Et nous nous sommes établis ici avec l'intention de vivre sur cette terre. Que Dieu me pardonne, mais je ne suis pas un voleur. Cette terre, je l'occupe de plein droit. Para dar la firma del Tratado de Libre Comercio fue una condición entonces que reformaron. Quand le Mexique a signé le traité de libre-échange, ça a été une condition qu'on modifie l'article 27 de notre Constitution pour mettre fin à l'attribution de terres sous forme de propriété communale. Ce qu'on nous a dit, c'est que le traité de libre-échange exigeait la propriété privée pour attirer les investisseurs à la campagne. Cette idée du gouvernement est néfaste pour nous. Elle est dans l'intérêt du capital qui transige avec l'étranger, principalement avec nos voisins américains. Le gouvernement a signé parce que c'était dans l'intérêt de ces gens-là, mais pas dans l'intérêt des paysans qui vivent exclusivement de la terre. Moi, je suis arrivée au mois de février, mais mon mari était déjà ici. Ouais, ils sont tous arrivés pendant la nuit. Quand je suis arrivée, tous les hommes étaient déjà ici. Pendant 4 mois, nous n'avons pas vraiment dormi. Il fallait rester vigilant au cas où quelqu'un serait venu pour nous déloger. Il fallait bien nous défendre.
Nous sommes pauvres et nous n'avons pas grand-chose pour nous défendre. Seulement des bâtons et des houes. Nous ne sommes pas les seuls à occuper des terres. Il y a des occupations dans plusieurs villages. Il y a eu aussi plusieurs expulsions. Il y a des paysans qui sont en prison. Figurez-vous, à cause de la terre, on nous tue. Voilà, nous semons au nom de Dieu qui a créé les plantes. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Cette rencontre a commencé sur tous les continents, dans tous les pays. Partout où un homme ou une femme, quel qu'il soit, ont commencé à dire et à se dire « c'est assez ». Je viens de France, de Bretagne. Je participe à une association qui s'appelle Agir ensemble contre le chômage, où on s'occupe des chômeurs, des exclus. Je viens du Canada, de Toronto, et je représente le réseau métropolitain pour la justice sociale. Je suis membre du Parlement en Allemagne, du Bundestag, et je suis impliqué en solidarité internationale. On vient de Belgique. On anime tous les deux le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Je travaille pour un organisme non gouvernemental d'éducation et d'organisation populaire au Venezuela. On a un ennemi commun. On cherche ici les moyens de se lier, d'avoir des actions communes. Et je pense que le mouvement zapatiste est en fait non pas un modèle. Je crois qu'on est revenu de toutes ces choses-là, mais je crois qu'ils agissent comme un catalyseur en nous disant c'est possible. On peut faire quelque chose. Si vraiment on s'y met tous, on peut faire quelque chose. La société civile, elle existe. Il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache. Il faut qu'on puisse agir pour que nos enfants n'aient pas une vie qui soit pire que la nôtre. Parce que ce sera la première fois dans l'histoire. La première chose à faire, c'est dans nos têtes. Si vous ne délégitimez pas les règles et les principes qui aujourd'hui dominent l'organisation de l'économie mondiale, il n'y a aucune solution possible. Vous devez, dans notre tête, nous devons dire, c'est pas ça qui est important pour l'homme et la femme. Deuxième chose à faire d'urgence, c'est alors désarmer le monde sur le plan financier. Il faut enlever à la finance l'arme de pouvoir qu'elle possède aujourd'hui. Il faut donc réétablir le contrôle du politique sur le financier. Troisième chose, il faut faire des politiques économiques nouvelles pour recréer la richesse commune du monde. Il faut faire l'eau comme bien commun mondial. Il faut la maison, il faut l'école. Quand on disait l'école nationale, les routes nationales, le PTT national, c'était la richesse commune. Et c'est pour cela que la société a fonctionné pendant un certain temps, parce qu'on avait ces sentiments du bien commun, qui était imparfait, qui était à améliorer, etc. Mais il y avait des gens. Aujourd'hui, nous devons bâtir le bien commun mondial. Cette nuit, nous allons dormir ici. Nous allons bloquer l'entrée de la Banque du Mexique jusqu'à midi demain, parce qu'à cette heure-là, le ministre des Finances va présenter un ensemble de mesures à l'Assemblée législative, des mesures qui nous affectent.
al poder legislativo, medidas que nos afectan a nosotros. C'est dans cette banque que sont définies les politiques monétaires, celles qui nous ont plongés dans cette crise. C'est pour ça que nous allons rester ici et bloquer l'entrée, au moins jusqu'à demain. Et après c'est lui. Voilà, merci. Et ça coule sur les doigts la bougie. Et ça brûle. Tu vas passer la nuit ici? Oui. Ben, je vais monter la garde avec mes collègues là, jusqu'à demain matin. On verra s'il n'y a pas de forces de l'ordre qui vont intervenir vers les coups de 5h, 6h du matin. C'est pour ça que j'ai pas emmené ma fille, j'avais peur qu'il y ait ce genre de risque. Mais elle saura quand elle sera grande qu'on s'est quand même battu pour elle. On se bat pour elle, pour nos enfants. Après une journée de fortes turbulences sur les marchés, l'humanité a clôturé à la baisse à New York, Montréal, Paris, Londres, Tokyo. Hong Kong. No idea who bought anything. Okay?